Eh bien, bonjour, salut à tous les amis de la Martinique, de la Caraïbe, et bien au-delà de nos frontières, évidemment, un quad neuf aujourd'hui assez particulier, puisque nous allons recevoir une personnalité, n'est-ce pas, reconnue de la diaspora. On va sans plus tarder la présenter. Bonjour Chantal Clem. Bonjour Michel. Alors quand je te présente comme ça une personnalité, est-ce que tu deviens toute rouge là, non? Non, pas du tout. Si tu veux, je deviens rouge de surprise, si tu veux, voilà. Mais pas du tout. Je suis une militante. Ah, une militante. Ouais, je travaille pour la cause et le mot militant me va très bien. Tu te définis comme une militante culturelle, on va dire ça. Voilà, une militante culturelle, une militante passionnée culturelle. Parce que la passion est nécessaire là-dedans pour pouvoir alimenter le feu en permanence. Oh là là, quelle phrasée. Oui. Alors justement, elle est venue, Chantal et Clem est venue nous présenter ce roman, n'est-ce pas? On va un petit peu vous présenter ça plus en détail. Alors, évidemment, en tant que professeur d'histoire, lorsque j'ai vu le nom Clem, je me suis dit, mais c'est pas possible. On a parlé de l'insurrection du Sud, Madeleine Clem, etc. On a parlé de Lumina Sophie, on va en reparler. En fait, le nom Clem, lorsque tu remontes ta branche généalogique, c'est ta famille, quoi. Oui, c'est ma famille. Madeleine, Je remonte jusqu'à... Tu es de Rivière-Pilote, alors? Oui, je suis de Rivière-Pilote. Je suis dans la Renée, tu vois. Et la Renée a une histoire, parce qu'on connaît la Renée. Mais avant, c'était ce qu'on appelle le quartier qui s'appelle la Cocoterie. Les Cocotiers, pardon. Les Cocotiers, c'est comme ça que ça s'appelait avant. Et on est remonté jusqu'à la généalogie des Clem, sur une enceinte qui est la première esclave, une ancêtre, si tu veux, qui s'appelle Esther. Et c'est comme ça que Esther a engendré les Clem. Et puis, il y a eu deux branches. Une branche qui est restée sur Rivière-Pilote, tu vois, qui est restée au niveau de Lyon. Il y avait une branche qui est partie vers le centre, qui est descendue sur Fort-de-France. Donc, mais si tu veux, à la source, il y a un livre de Simone Schwarzbart qui s'appelle L'ancêtre en solitude. Donc, je vais dire l'ancêtre pour reprendre, pour paraphraser son truc. L'ancêtre en Clem, ça remonte justement à l'esclave Esther, tu vois. Et puis après, ça s'est descendu comme ça, de généalogie. Et puis, Madeleine Clem, effectivement, est une sorte de arrière grande cousine. Une figure aussi. C'est une référence ancestrale. Une référence, justement, dans cette histoire, oui. Ouais. Alors, on va voir. Chantal Clem, donc, etc. Tu es diplômée en histoire, en droit administratif. Tu étais enseignante, professeure d'histoire, dans le secondaire, etc. Donc, tu as vécu. Alors, tu es originaire de Rivière-Pilote. Tu m'as dit, mais est-ce que tu as passé une partie de ton enfance à Rivière-Pilote? Ah oui, c'est le collège Jacques-Roumet, où j'ai été au collège Jacques-Roumet. Ensuite, j'ai enseigné au collège Jacques-Roumet. Ma première année en tant que professeur a été au collège Jacques-Roumet, donc c'était absolument incroyable. Oui, Rivière-Pilote. Tu as ancré dans ton terroir. Oui, c'est des souvenirs. Donc, tu vois, les aléas de la vie ont fait que, on a un peu pérégriné, si tu veux dire. On est parti, vous savez, ses parents pour des décisions des fois. Donc, on est parti. On a été habiter le Marais, puisqu'en fait, ma famille originaire, par mon père de Rivière-Pilote, la Renée, le berceau, fief des Clem, et puis là où les Clem, c'est les rois des corails. Donc, ce sont des familles qui sont entremêlées, mélangées. Et puis, tu as aussi, au niveau, la famille Mundangui, qui est au niveau du fief du Marais. Donc, tu vois, j'ai un pied Marais entre les deux, tu vois. D'ailleurs, l'insurrection du Sud, souvent, j'ai cette controverse-là avec mes amis historiens. En fait, c'est néo-marin. Mais là, si tu veux, la résonance même a eu à Rivière-Pilote. Oui. Mais l'incident, par exemple, de Lubin... Mais l'incident, c'est Lubin, c'est le Marais. Tu vois, c'est forcément le Marais avec cette rencontre avec le sieur Rogier de Maintenon. Voilà. Tu comprends? Alors, on revient un petit peu sur ta carte. Tu retournes à Paris en 2008, tu réintègres la fonction publique, etc. Et là, maintenant, on va constater que tu as plusieurs activités qui vont commencer à t'intéresser. Tu crées l'association Figure de femmes totem des Outre-mer. Voilà. Donc, à travers cette action, tu as bien évidemment voulu réhabiliter certaines figures. Une action forte, parce que j'ai cru savoir que ça a eu pas mal de retombées, quoi. Oui. Qu'est-ce que tu as voulu exactement faire là? Si tu veux, moi je considère, c'est pour ça que quand tu m'as présenté, tu as parlé de personnalité, puis moi je suis restée sur du militantisme. Pour moi, les mots ont un sens, le militantisme. C'est-à-dire que tu te bats, tu fais un combat pour pouvoir asseoir, et je ne dis pas le nom, reconnaître, je dis asseoir notre patrimoine, si tu veux. Moi, je vis à Paris depuis longtemps. Je souhaite que les élus m'entendent. Je souhaite pouvoir rentrer et travailler chez moi. Mais tu sais comment c'est difficile. Donc, on profite pour lancer une action. Mais si tu veux, j'ai voulu asseoir notre patrimoine, si tu veux. Tu as l'impression que quand tu es dans le cosmos parisien, si tu veux, les choses sont faites de manière à ce que, même dans la géographie des événements, c'est fait de manière à ce que tu as l'impression que ça soit incroyablement périphérique.
Cette notion de périphérie, de marge ou bien à condition de faire rentrer un peu, et encore existant. Ça dit pas son nom. Mais je prends l'exemple de géographie. Pourquoi? Parce que quand tu vas faire un gros événement antillais, pour faire un gros événement antillais, tu vas faire ça à Saint-Denis. Tu vas faire ça dans des banlieues. Non, mais là, on entre dans le cadre communautariste, parce que finalement, Saint-Denis, ça a toujours été considéré comme la banlieue blanche. Le marché, par exemple, de Sarcelles, mais le problème qu'il y a, c'est que République Lacado, il n'y a un pacte social. Il y a une cohésion, si tu veux. Comment se fait-il que dans n'importe quel lieu de la République, tu ne peux pas asseoir un événement des Outre-mer? Donc, pour moi, il y a eu un problème, il y a un décalage. Il y a une discrimination. Il faut dire le terme comme il est, c'est ça. Et en tout cas, il y a un problème qui a posé. Voilà. Alors, je suis prudente avec le mot discrimination parce qu'il y a des avancées. Je suis prudente. Mais il y a quand même, encore une fois, ce décalage qui est trop persistant et qui fait que, en fait, mais ça qu'a fait que culture nous, et puis poids, et puis beauté Yaini, il réduit en bagaille. Donc, je termine cet aspect-là. J'ai été très touchée par Suzanne Roussy-Suzère qui avait dit pas de bouquin vidier, tu vois, la littérature, elle sera cannibale ou ne le sera pas. Je me suis dit, on a ce qu'on a dans notre patrimoine qui est extrêmement fort, on va l'exposer dans des lieux d'excellence. C'est pour ça que j'ai été au Musée de l'Homme et au Grand Rex. Voilà. Alors, c'est vrai, effectivement, tu as cité un nom qui m'interpelle, c'est Suzanne Roussy, parce que souvent, tu as la figure de la puissance d'écriture de Césaire, mais derrière, il y avait une bonne femme, attention, c'est pas n'importe qui là. Suzanne Roussy, c'est... Et puis, humilité, parce qu'elle a toujours... Elle marchait dans l'ombre. Mais donc c'est je pense que c'est vraiment un personnage qui n'a peut-être pas assez été reconnu dans l'ascension de Césaire. Oui, et puis je pense aussi que l'époque, en fait, si tu veux, à chaque époque, il y a l'histoire aussi qui joue, si tu veux. C'est pour ça que je te dis, il y a des avancées qui se font. Si moi, je peux faire certaines choses, parce qu'il y a des gens qui ont essuyé les plates bien avant moi, pour pouvoir faire ces avancées-là, qui font que, et demain matin, d'autres personnes vont faire des choses, parce que, tu vois, ça va à écraser les barrières. C'est une autre étape. C'est un autre truc. Au fur et à mesure, il y a des projets qui se sont imposés. Il y a une culture qui s'est imposée. Donc, ça va de plus en plus. Et Suzanne Roussy-Suzère, c'est vrai qu'elle a été, entre guillemets, écrasée par la personnalité de son mari, mais avec quand même elle et les sœurs Nardal, tu as bien affaire à une naissance de la négritude au féminin, il faut pouvoir le dire. Les sœurs Nardal, c'était plutôt un phénomène mondain. C'est-à-dire qu'il y a une autre connotation. C'est-à-dire qu'elles recevoir des têtes, etc. Donc, c'était quand même une autre orientation. Elles organisaient quand même le fait qu'elles organisaient les petits salons littéraires et tout. Ça, c'était extrêmement important. Et d'Ampierre. Mais c'est vrai que Suzanne Roussy-Suzère, c'est une intellectuelle pure et dure qui a vraiment incroyablement façonné dans son écriture et son travail machin qui était essentiel et qui mérite d'être connu. Alors, je vois également dans ta bio, travailler à égalité homme-femme, c'est-à-dire en construisant des actions et des projets sur le prisme des figures, etc. Donc, c'est là, si tu veux, une des orientations des femmes totem. Tu es une féministe, est-ce qu'on peut te définir comme ça? Ou alors, comment? Tu m'as parlé de militantisme culturel. Mais le féminisme, ça va encore beaucoup plus loin. Alors moi, je travaille pour l'égalité homme-femme. Je ne me définis pas comme une féministe. Pourquoi? Parce que féministe devrait rentrer un discours qui serait homme-femme ou bien... On a l'impression que tout est de confrontation, tout mélangé. Moi, je travaille parce que je considère, mais ça, c'est pas seulement quelque chose qui concerne les Outre-mer. De manière générale, si tu veux, les femmes doivent avoir leur part dans le panthéon de l'édifice culturel, jouer leur rôle. Tu vois? Et je considère que si les femmes sont associées au même titre que les hommes et ce qu'elles ont apporté... Responsabilité politique, etc. Et tout ça, ça va apporter de la cohésion par rapport aux défis sociétés qui sont les miens. Les nôtres, ça s'arrête là. Maintenant, d'entrer dans le féminisme, etc., pur et dur, non. Je me mets un peu, je vais dire, à la lisière de tout ça. C'est pas mon propos. Je respecte le combat qui est mené. Moi, je suis une militante pour la culture. Moi, j'ai choisi de faire rayonner justement cette culture au travers de ces femmes qui ont fait des choses absolument extraordinaires. Et ça n'exclut absolument pas le travail des hommes. Mesdames et messieurs, vous avez compris qu'on a affaire aujourd'hui à quelqu'un vraiment qui sait où elle va, en tout cas. Voilà, on a brossé enfin quelques idées. De toute façon, je vous promets que nous aurons prochainement une émission sur laquelle elle va pouvoir s'étendre, se lâcher, comme on dit. Mais là, aujourd'hui, nous allons parler de ce livre, Moi, Lumina Sophie, qu'on va représenter. C'est scanné, n'est-ce pas? On va revoir Moi, Lumina Sophie, donc de Chantal Clem. Avec... le maximum, voilà, regardez bien. D'ailleurs, en matière iconographique, on voit que ce portrait de Lumina, on ne va pas dire qu'il est à son avantage, mais les autres portraits de Lumina que j'ai vus, on en a parlé en antenne, c'était pas tellement flatteur, quoi. Ça ne lui rendait pas forcément... sa dimension, quoi. Sa dimension, c'était un peu dommage. Bon, maintenant, je ne sais pas quels choix éditoriaux qui ont été faits, tu vois. Moi, le choix que j'ai voulu faire par rapport à cette iconographie, déjà, premièrement, je crois en l'iconisation. Moi, j'ai envie que nos icônes
soit connu, mais pas seulement que ça reste à Rivière-Pilote et puis à Fort-de-France en Martinique. Je veux aller beaucoup plus loin parce que je crois au rayonnement et au poids de notre histoire. Voilà. J'espère que je prêche un convaincu, mais je crois à cette portée absolument historique. Donc pour moi, il fallait que je lui donne à la fois cette image où ça suscite quelque chose. Il y a une rencontre entre le regard et la personne. Il y a un flash qui se joue. Voilà. Et deuxièmement aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble à, ça aurait pu être n'importe laquelle de nos mères. Ah oui, voilà. C'est vraiment quelqu'un de chez nous. Même dans les gènes. Voilà, c'est quelqu'un de chez nous. Tu peux dans la matrice martienne. Voilà, exactement. Tu peux reconnaître ta grand-mère. Il y a un peu. Qui te retrouve en quelque part. Voilà, c'est ça. C'est la conscience collective. Lumina Sophie, c'est cette conscience collective. Ah oui, au-delà du fait que ce soit une femme ou un homme, cette conscience collective de ce que nous sommes à la période même où ça se joue. Nous sommes dans une période post-esclavagiste. Mais Chantal, effectivement, enfin, je peux te faire part de certaines pas perquisitions, mais recherches que j'ai faites. Lumina est née à une période intermédiaire. Oui. Sa gestation s'est faite alors que l'esclavage était encore en vigueur, alors que sa naissance même correspond à la libération. À la libération, tout à fait. Mais ça, tout ça, c'est un symbole, ça. Mais oui, évidemment. Évidemment, et c'est toute la tragédie qui est la sienne. La tragédie qui est la sienne, c'est qu'en fait, comme tu dis très bien, elle est dans une gestation, dans une période où les rapports sont maîtres-esclaves. Et elle arrive justement dans le rapport où elle est justement cette lumière, où l'ancien possesseur d'homme devient celui qui est égal à celui qui l'a possédé. Tu t'imagines la mue qui est en train de se passer. Et la tragédie, en fait, qui va être la sienne, ça va être de choisir de passer historiquement à cette mue. Et c'est ça l'insurrection du Sud qui est intéressant. Je vais lire quand même certaines pensées. Je suis né dans cette période où toute distinction et catégorisation aurait pu disparaître au profit désormais du seul mot citoyen. Alors là, justement, ce livre, il compte combien de pages déjà? À peu près 150 pages pour un premier roman, ouais. À peu près. Premier roman, hein? Oui, premier roman, oui. Tu étais dans l'événementiel, mais écrire vraiment, ça ne t'intéressait pas encore? Écrire, ça m'intéressait. J'étais timide. J'étais pas prête à me jeter à l'eau. Toi timide, mais alors là... Mais non, mais ça veut dire qu'il fallait... nul, hein. Oui, c'est bon, je peux comprendre. Non, il fallait une gestation, tu vois. Je voulais pas raconter n'importe quoi. Je voulais pas écrire pour écrire. C'était pas le fait d'écrire un roman qui m'intéressait. C'était le fait de savoir qu'est-ce que j'allais dire et qu'est-ce que j'allais provoquer comme sensation chez le lecteur. C'est ça qui m'a intéressé et qui a nourri la réflexion. C'est-à-dire que quand tu t'attaques à un événement comme celui de l'insurrection du Sud et que tu vas aller chercher et déterrer, en fait, le peu de souvenirs qu'on a et tout ce qu'on a, parce que l'histoire quand même, on n'a pas grand-chose. Il y a tout le travail de Gilbert Bacot, des historiens. Ah oui, de Gilbert Bacot qui est descendu au Bagne de Cayenne, faire des enquêtes dans l'état civil de certaines, etc. C'est grâce à Gilbert Bacot que c'est grâce à ce travail historique essentiel, fondateur et tout. Et ensuite, j'ai fait un deuxième truc, c'est que j'ai été rechercher dans l'imaginaire ce que ça peut représenter. Parce que tu vois, Édouard Glissant disait qu'on ne prend les icônes d'autrui, alors qu'on a des icônes qui sont extrêmement phénoménales et qui, justement, nourrissent, en fait, le parcours que nous faisons. Et moi, j'ai été chercher, j'ai voulu savoir comment les gens allaient se représenter Lumina Sophie. Et c'est ça qui a nourri ma réflexion. C'est-à-dire que je me suis dit qu'il est temps que nous-mêmes, que nous puissions brandir notre propre histoire, nos propres héros, nos propres héroïnes, justement, pour s'en réclamer avec fierté, pour être dans une trajectoire de conscience collective avec un impact absolument incroyable sur ce que nous allons construire. Il y a une petite boutade peut-être que, enfin, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, Armand Nicolas, qui n'est plus de ce monde. Mais effectivement, parce que j'ai travaillé également beaucoup sur le tome d'Armand Nicolas, on ne parle pas de Lumina Sophie, pratiquement, non. Non, c'est pas en filigrane, tu sais. C'est pas en filigrane. Et tu sais, je vais te dire une chose qui m'a... Qu'est-ce qui a nourri? Il y a une rencontre. J'étais dans un livre qui s'appelle... J'étais en train de lire un bouquin qui a été fait par Christine Chivalon qui s'appelle De la mémoire au souvenir par rapport à l'esclavage. J'ai trouvé ça absolument incroyable, le travail qui a été fait. Et elle disait cette chose absolument incroyable, que l'insurrection du Sud, c'est un événement qui a été aussi fort que c'est l'équivalent de ce qui s'est joué au printemps arabe. Et qu'on voit ce qui s'est joué au printemps arabe avec les mutations qui ça a entraîné en termes de démocratie, en termes d'avancée, je me suis dit, mais comment se fait-il que pour nous, ça soit restreint seulement à quelque chose qui est extrêmement... Alors que ça doit être un événement, ça doit être une référence. Et quand tu vois ce que les Américains font avec les séries, les documentaires, tout ce qu'ils produisent au niveau, justement, où ils sont en train de déterrer, justement, de glorifier cette culture, je me suis dit, il n'est pas question que nous y échappons, il faut que nous prenions notre part aussi là-dedans. Voilà, mais évidemment, ce que tu dis là, ça a une portée pratiquement internationale, enfin universelle même, si. Parce que c'est des histoires différentes, qu'on le veuille ou non, mais le colonialisme, il n'a pas produit les mêmes effets aux mêmes endroits. Non.
Ouais. Donc on va retourner à ce roman. Alors c'est un roman. Oui. Est-ce que tous les faits historiques, tu as mené des enquêtes, évidemment, tu ne vas pas raconter n'importe quoi parce que c'est. Non. On te surveille de près. Oui. Je vois même que la préface de Raphaël Confiant, Chantal Clem a su, avec une force rare, dans un premier roman en plus, nous livrer, nous révéler l'indéchiffrable d'une souffrance. Oui. Alors exactement, c'est un roman qui, à travers une trame amoureuse, familiale, etc., raconte en réalité une réalité beaucoup plus grave. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai voulu me mettre dans la position de quelqu'un. J'ai voulu inviter le lecteur. C'est comme s'il prenait une caméra, vous voyez, dans un trou de souris et il observait défiler cette vie de Lumina Sophie. C'est une tragédie, cette vie. C'est une négresse la campagne, comme dit Raphaël Confiant, qui deviendra une héroïne au fur et à mesure des événements parce qu'ils sont dépassés par ce qui est en train de se passer. La répression est absolument incroyable. Et puis, cette cruauté d'être condamné définitivement au bagne, dont on savait qu'il ne pouvait pas retourner. Et tu le sais, tu es historien, que on avait déjà, l'État français avait déjà dit qu'on n'envoyait plus des gens, qu'on n'enverrait plus des gens au bagne parce qu'on savait que c'était trop dur, ce qu'on appelait avant la colonie pénitentiaire du Saint-Laurent-du-Maroni, qu'on n'envoyait plus de gens au bagne parce que c'était trop dur, excepté ceux qui venaient. La loi s'appliquait uniquement pour ceux qui venaient des Outre-mer, de la Guadeloupe, de la Martinique, des colonies qu'on disait à l'époque. C'est une aberration absolument incroyable. Et autre chose aussi, qu'un drame féminin qui touche, pour te dire à quel point cette femme était de la modernité, c'est que qu'est-ce qui se passait quand elles étaient au bagne, ces femmes? Elles étaient mariées de force à des anciens bagnards par le couvent de l'église, convainc par l'église sous un rituel où elles n'avaient pas de droit de décider et de disposer ni d'elles-mêmes ni de leur corps. Voilà. Tu t'imagines la tragédie qui est celle de cette femme qui jusqu'au bout, malgré cela, choisira que personne ne lui enlève ce droit d'être libre. Alors, voilà. Donc justement, lorsqu'on parle de la situation du Sud, souvent on a oublié le rôle des femmes, mais elles avaient un rôle déterminant, un rôle, on va dire, galvanisateur, un rôle de stimulant, et puis un rôle de technicienne du phénomène incendiaire. C'est-à-dire que quelqu'un comme Lumina, comme Madeleine Clem, ce sont des spécialistes de l'allumage. On va dire exactement, ça comme ça. Exactement. Mais exactement, parce qu'il faut que tu défendes que yo. Mais il fallait voir aussi, si tu veux, par rapport à ces techniques qu'elles avaient, comme les bouteilles d'eau pimentée, le crouille, etc. Et puis c'est le supplice qui a été quand même réservé à Codé. Mais enfin, c'est aussi, malgré cela, la répression quand même coloniale a été quand même c'est un crime absolument incroyable. Tu t'imagines des barres de fer, peut-être des tridents, des pelles, quelques coutelas, effectivement, bien qu'elles étaient des spécialistes humains, mais quand tu avais toutes ces armées, des chasse-peaux qui arrivaient, combien de dégâts... De Saint-Pierre, même des fois, ils venaient, exactement. Même donc, par la mer aussi, il y en a qui arrivaient. Vous avez vu la répression quand même qui a été faite, pourquoi? Et ce qui m'énerve un peu, la manière dont c'est compté, dont on veut tirer cette histoire, c'est qu'on veut faire ça quelque chose contre un système, comme si c'est contre les Blancs, contre les... C'est pas vrai. Ce sont des personnes qui se sont battus pour des droits. Ce sont des personnes qui ont refusé qu'ils soient traités comme des esclaves. Ce sont des personnes qui ont voulu de l'égalité. Ce sont des personnes qui ont cru à la justice. En fait, ce sont des personnes qui sont battues pour les mêmes valeurs universelles qu'on célèbre les héros de la Révolution blanche. Exactement les mêmes choses. Et elles ont droit, Lumina et cette histoire a droit, ce droit à l'histoire. Mais je vais te dire quelque chose, Michel. Ce droit à la gloire historique. Ouais. Matière de référence, de figure. Exactement, de référence et de figure. Le problème que tu as évoqué, ça va encore beaucoup plus loin, parce qu'on est dans une période de transition, 1848, 1875. Il y a des gens qui sont libérés, qui circulent avec des espèces de livrets, etc. Finalement, on te contrôle. Une espèce de chantage au travail. Au travail forcé. Sous pas les points, il nous faut au travail, même dans les espaces publics. Mais oui, mais vous savez qui mettait ça? C'est le contre-amiral Guédon. Et Ini Fontaine Guédon qui l'a dit. De Loca Desson. Entre l'eau détourné d'ailleurs de Cazenave, où ça sent les points de l'eau. Exactement. Donc, tu estimes que ce roman, ça fait partie d'un processus de réhabilitation qui a déjà commencé depuis bien longtemps de cette figure de Lumina. J'estime que... Est-ce qu'il y a d'autres actions qui seront complémentaires? Est-ce qu'il y a un corollaire autour de ça, quoi? C'est-à-dire qu'en fait, déjà, premièrement, la première chose c'était le roman, en fait, où j'ai demandé à Lumina, si Lumina parle au titre de jeu. Elle donne sa propre version des faits. Moi, je pense que c'était un peu lui rendre justice, de ne pas seulement raconter, mais de raconter son positionnement. C'est pour ça que c'est un roman. L'ossature, ce sont les faits historiques qui sont vrais. Le roman, c'est tout ce que tu mets autour, la manière dont tu donnes le chair, le corps, qui fleurit. Cette
histoire-là qu'elle rencontre, la manière dont tu mets ça avec habileté pour qu'elle puisse se raconter. Il fallait qu'elle prenne la parole. J'ai voulu qu'elle intervienne et qu'elle se dresse face à la justice, face à l'histoire pour dire notamment, je pense que c'est le droit à l'histoire. La deuxième chose aussi, j'ai voulu aussi qu'elle soit un modèle, qu'elle soit pas seulement un modèle parce qu'on aura un immeuble à son nom, qu'il y aura elle sera un modèle parce que dans l'histoire, on saura l'apport que ça a été fait et qu'est-ce que ça a créé, dont nous sommes fiers, dont nous devons avancer. Nous avons ces élections, nous avons tout ça, ça a été comme problème. On a maintenant des références qui nous permettent de réfléchir, de mûrir et de nous projeter. Et puis la deuxième chose, c'est l'ambition que j'ai, Michel. Peut-être que je me trompe ou bien peut-être que je suis trop. Je veux pas que Lumina appartienne seulement à la Martinique. Le livre n'est pas encore sorti. Il va sortir en France de manière nationale. Non, il sort le 23 juin. Il sera dans toutes les librairies ici. C'est un pré-lancement, mais j'ai voulu que Lumina parte de la Martinique, mais pour rayonner sur le monde. Je veux la mettre au même titre qu'une solitude, qu'au même titre d'une séjourne trouve, au même titre national universel. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes combats, les mêmes valeurs à des époques différentes qu'elles ont portées au prix de leur vie, avec dignité. Chantal, justement, on arrive au terme de l'émission. Oui. Alors simplement, on va une fois de plus remontrer quand même la couverture de ce livre. Moi, Lumina Sophie. Et alors là, tu as en gros une minute, on va dire une minute, pour convaincre, pour séduire. Quand on dit bah, c'est ton bouquin, hein, c'est à toi de. On a exposé les thématiques principales, mais c'est à toi de parler aux téléspectateurs. Alors, je vais juste dire aux téléspectateurs pourquoi le mot moi, Lumina Sophie. Ce moi-là, c'est ce je. Voici qui je suis. Et en disant qui je suis, voici ce que nous sommes en tant qu'Antillais, en tant que conscience collective, par rapport à tous les combats que nous avons menés. Et c'est ça notre force, c'est ça notre héritage. Et c'est ça, justement, je vais dire, l'apport que nous avons dans, justement, cet archipel France. Nous pas né en apport au archipel France parce que nous sommes le domaine maritime, parce qu'on peut fournir des sportifs de temps en temps, mais on a un apport parce que on a une culture qui est extrêmement riche, on a des valeurs, nous avons des combats et il est temps que nous arrêtons de rougir de cette histoire, que nous soyons fiers avec cette histoire justement incroyable, qui est tellement riche, qui est tellement forte, qui est puissante. C'est ça qui fait que mon aigle, c'est ça qui fait que mon travail, c'est ça qui me fait que moi c'est un haut fonctionnaire, c'est ça qui fait que ma capoter tout en étant en monde enraciné. Là tu es en pleine campagne politique là. Non, je ne suis pas en campagne politique, je ne fais pas de politique, Michel. On va donner des rendez-vous justement. Oui. Alors tu vas revenir bientôt, tu vas parler de ta promotion que tu organises entre la Guadeloupe et la Martinique. Mais nous, à la Martinique, on aura le bouquin Quand, le roman Quand. Et puis, on va certainement te revoir sur Zouk TV pour nous faire entrer un peu plus en profondeur sur ce personnage de Lumina Sophie. Des rendez-vous, peut-être un numéro de téléphone, quittant, nous allons commencer à faire dédicace dans les livres-là, Martinique. Mais ça a commencé jeudi. Jeudi, je suis à Rivière-Pilote, salut Lumina Sophie. Il fallait commencer. Donc, jeudi à 19h, salut Lumina Sophie à Rivière-Pilote. Le vendredi 24, je suis au Marin, les Hauts-du-Fort, pour faire conférence pareille, dédicace Lumina Sophie. Ensuite, je suis le 25 à la médiathèque de Lamentin, pareil, avec une conférence dédicace de 15h à 17h là-dessus. Ensuite, je pars en Guadeloupe. Ensuite, je retourne le 2 juillet. Et le 2 juillet, je suis à la FNAC pour une conférence, à la FNAC Galeria, sur Lumina Sophie. Et je termine mon premier périple le soir à Rivière-Salée. Voilà. Merci Chantal Clem. Mesdames et messieurs, vous avez compris que Zotnia a fait en femme, qu'on regarde Yagi, pas qu'à faire la fête. C'était quoi de neuf sur Zouk TV, bien sûr. À bientôt. Merci Michel, au revoir. Ah non, mais...